La plupart des gens pensent que la blessure du père est seulement un manque d'affection ou une histoire de carencia émotionnelle. Mais pour Jung, elle représentait quelque chose de beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus dangereux. Il la décrivait comme l'absence totale d'une architecture intérieure, cette structure invisible qui nous permet de nous protéger, de poser des limites et de marcher dans le monde avec une colonne vertébrale psychologique solide. Sans cette ossature, la sensibilité devient une sorte de peau ouverte, vulnérable à tout ce qui passe. L'empathique qui porte cette blessure ne est un cerf fragile. Au contraire, c'est quelqu'un doté d'une sensibilité impressionnante, capable de percevoir des nuances affectives que la plupart ignorent complètement. Mais cette sensibilidad, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une structure interne, finit par devenir douloureuse. Elle envahit, elle submerge, elle écrase. Jung disait que ces personnes sentent honte de penser, et que cette absence de peau psychologique les transforme en réceptacles de la souffrance des autres. Et alors surgit la grande question. Que se passe-t-il lorsque cet empathique commence enfin à développer cette peau intérieure qu'il n'a jamais eue? Quand il cesse d'absorber tout et commence à distinguer ce qui lui appartient de ce qui appartient au monde. Pour Jung, c'est à ce moment précis que commence une transformation que la société considère dangereuse, parce qu'un empathique avec des limites, avec autorité intérieure, devient impossible à manipuler. Ce premier chapitre ouvre donc la porte vers cette mutation psychologique rare, celle qui transforme à douceur silencieuse en força estruturada. Et c'est exactement à partir d'acquis que la mudança commence à prendre forme. Lorsque l'empathique grandit sans cette architecture intérieure que Jung appelait le père psychique, il ne devient pas seulement vulnérable, il devient magnétique. Magnétique pour tout ce qui est toxique, dominateur ou émotionnellement affamé. C'est comme s'il émettait un signal silencieux qui attire presque inévitablement ceux qui cherchent quelqu'un à contrôler, à vider ou à utiliser comme réservoir affectif. Jung observait ce phénomène encore et encore. L'empathique non structuré ne trouve pas par hasard des personnes narcissiques, autoritaires ou instavées. Il les cherche inconsciemment. Non pas par désir, mais par besoin inconscient de structure. Le partenaire qui impose des règles impossibles, l'ami qui exige tout sans jamais offrir, le patron qui manipule par le silence ou la menace, tous deviennent des substituts symboliques du père intérieur qui n'a jamais été formé. C'est là que surgit ce que Jung appelait le père falsifié. L'empathique confond contrôle avec protection, domination avec guidance, rigidité comme segurança. Et lorsqu'il se rend compte que non se tratta de amour, mais de prise de pouvoir, il est souvent déjà profondément enchevêtré dans la dynamique. L'histoire de patient M, décrite dans les notes de Jung, illustre ce piège avec une précision douloureuse. 3 mariages, 3 hommes différents, 3 schémas identiques, charme, contrôle, effondrement. À chaque fois, elle terminait épuisée, vidée, dissociada, en quanto elle seguion adiante, sem olhar para trás. Pour Jung, ce n'était pas un mauvais choix, mais une logique inconsciente, et la cherchait chez elles à structure qu'elle n'avait jamais pu construire. Le plus inquiétant, selon Jung, est que les narcissistes sentent cette absence comme on sent une vibration dans l'air. Ils reconnaissent instantanément l'empathique qui n'a pas de limite, comme un prédateur reconnaît une proie non protégée. Non pour que l'empathique soit fragile, mais parce qu'il est puissant, et un dassin totalement aberto. Il arrive un moment, dans chaque processus de guérison que Jung a documenté, où l'empathique fait une découverte dévastatrice. Personne ne viendra le sauver. Pas ses parents, pas son partenaire, pas son thérapeute, pas même Dieu. C'est une vérité si brutale qu'elle secoue l'âme. Jung appelait ce moment le retrait de la projection. C'est l'instant où l'on cesse d'attendre à l'extérieur ce qui n'a jamais été nourri à l'intérieur. Patient M a vécu cela lors de sa 4e année d'analyse. Elle racontait à Jung une nouvelle crise relationnelle, les yeux pleins d'attente, espérant une solution, un avis, un cadre. Mais cette fois, Jung ne dit rien. Il resta silencieux. Elle le supplia du regard. Elle se mit en colère. Elle le traita de cruel. Et puis, dans le silence qui suivit sa rage, quelque chose changea. Jung nota ce moment avec des lettres capitales.
« Personne ne vient pour moi ». Ces 6 mots marquèrent le début de tout. Car lorsque l'empathique cesse d'espérer une autorité extérieure, une transformation profonde s'amorce. Non pas un effondrement, mais une naissance, une sorte de vide sacré dans lequel quelque chose de nouveau peut enfin émerger, l'autorité intérieure. C'est ici que débute la construction du Père intérieur, non plus une figure projetée sur les autres, mais une force vivante, interne, capable de tracer des limites, de dire non, de protéger la sensibilité sans la renier. Et ce vide, aussi terrifiant soit-il, devient le berceau d'une souveraineté que rien ni personne ne pourra plus briser. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment cette graine de structure commence à se manifester, souvent à travers une émotion inattendue, la colère. Après le silence vient souvent la tempête, et pour l'empathique qui commence à se reconstruire de l'intérieur, cette tempête s'appelle la colère. Une colère ancienne, enfouie, longtemps contenue pour préserver la paix autour de soi. Jung observait que c'est souvent par cette émotion que le Père intérieur commence à prendre forme, non pas comme une figure punitive, mais comme une énergie de protection, une force qui dit enfin assez. Patient M traversa des mois de rage, contre ses parents qui ne l'avaient jamais protégée, contre ses ex-maris qui avaient exploité sa bonté, contre elle-même parfois pour avoir permis tant d'invasions, même contre Jung qu'elle accusa d'avoir attendu trop longtemps pour la confronter à la vérité. Mais derrière cette colère, quelque chose se consolidait, une solidité nouvelle, une ossature. Elle commença par de petits refus. « Non, je ne peux pas venir ce week-end. Non, je ne prêterai pas d'argent cette fois. Non, je ne suis pas disponible pour écouter tes problèmes aujourd'hui. » Chaque non semblait au début comme une trahison, un saut dans le vide. Mais à chaque fois, elle retombait sur ses pieds. Plus droite, plus présente, plus elle-même. Jung appelait cela le développement de la musculature psychologique, la capacité de rester en soi malgré la pression extérieure. Patient M apprenait à ressentir la déception des autres, sans s'y perdre, à voir la douleur d'un proche, sans en porter le poids, à entendre la colère d'un parent, sans en faire son fardeau. La structure naissait doucement, non pour durcir son cœur, mais pour entourer sa sensibilité d'un contenant enfin digne de sa profondeur. Et cette structure allait bientôt devenir quelque chose de redoutable, une souveraineté que les manipulateurs allaient commencer à craindre. Quand l'empathe commence à se tenir debout, à dire non sans s'excuser, à exister sans demander la permission, quelque chose change radicalement dans son environnement. Ceux qui profitaient de son ouverture illimitée commencent à paniquer. Ils ne reconnaissent plus cette personne qui, autrefois, se tordait dans tous les sens pour éviter le conflit et qui, désormais, regarde dans les yeux et tient sa position. La famille de patient M appela Jung affolée. Il disait qu'elle était froide, distante, égoïste. Elle avait arrêté de venir aux réunions familiales où sa mère régnait en maître par la culpabilité. Elle ne répondait plus aux appels de son frère, toujours intéressé. Elle ne jouait plus le rôle de tampon émotionnel. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, elle répondit simplement en regardant sa mère droit dans les yeux « Je sens ta colère. Je vois ta tentative de contrôle. Je comprends ton besoin de me faire plier, mais ça ne fonctionne plus. » Jung expliquait que ce moment est souvent celui où les anciens liens se brisent, ou se transforment sous la pression de la vérité. Les manipulateurs augmentent leur arsenal, culpabilisation, chantage affectif, menace de rejet. Mais chez l'empathe désormais structuré, ces armes tombent à plat. Pourquoi ? Parce qu'il a cessé de confondre amour et soumission. Il ne mendie plus l'approbation. Il ne confond plus présence et invasion. Il a trouvé, en lui, un centre fixe, une autorité stable, un roi intérieur. Et ce roi intérieur ne répond plus à la peur, mais à la clarté. Au prochain chapitre, nous verrons comment cette nouvelle souveraineté permet non seulement de survivre, mais de créer une vie alignée, libre et profondément puissante. L'empathe guéri n'est pas devenu dur. Il est devenu solide. Il n'a pas perdu sa sensibilité. Il a appris à la protéger. Il n'a pas cessé de se soucier des autres. Il a simplement cessé de se sacrifier pour mériter leur amour. On appelait cela l'émergence de la personnalité individuée, un être capable de ressentir pleinement, sans être emporté, un être capable d'ouvrir son cœur, sans se laisser dévaster,
un être capable de voir à travers les jeux psychologiques, sans y participer. Patient M, après avoir reconstruit son monde intérieur, créa une vie radicalement différente. Elle noua des liens avec d'autres personnes souveraines qui respectaient ses limites sans l'y forcer. Un travail qui valorisait ses dons empathiques sans les exploiter. Elle développa une pratique quotidienne pour distinguer ses émotions de celles des autres. Et surtout, elle ne sentit plus le besoin de se justifier pour protéger son propre espace intérieur. Quand Jung lui demanda ce qu'elle dirait aux autres empathes, encore prisonniers de la blessure du père, elle répondit ceci. « Dites-leur que la guérison ne diminue rien. Elle amplifie tout. On ne devient pas moins aimant. C'est un amour qui se respecte. On ne devient pas égoïste. On devient juste. Et ceux qui nous appellent égoïstes sont souvent ceux qui profitaient de notre absence de limite. » L'empathe souverain ne se laisse plus guider par la culpabilité. Il choisit quand donner, à qui et dans quelles conditions. Il n'est plus un puits sans fond. Il est une source maîtrisée. Et cette maîtrise, cette conscience, cette clarté, est précisément ce que les systèmes toxiques craignent. Une fois que l'empathe a goûté à la souveraineté intérieure, il ne retourne jamais en arrière.